Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. On ne sait pas qui il est. On ne sait pas d'où il vient. Il est né avec la rosée du matin. Une rose entre ses mains. Et oui, Gérard Lenormand, André Berkoff qui rend hommage à Antoine de Saint-Exupéry. Le 31 juillet, eh bien, on célébrera le 80e anniversaire de sa mort. Et à cette occasion, eh bien, Alain Vircondelet, l'un des plus brillants spécialistes de l'auteur du Petit Prince, publie un nouveau livre, André, dans lequel eh bien, il nous révèle un nouveau visage de Saint-Ex. Oui, ce qui est vraiment, c'est un livre que non seulement je recommande. C'est un livre qui, donc, Alain Vircondelet raconte Antoine de Saint-Exupéry. Et je dis, c'est d'autant plus important pour les lecteurs, pour les amoureux du livre, pour les amoureux de la littérature, pour les amoureux de la pensée. C'est que Antoine de Saint-Exupéry, il faut le dire aujourd'hui, connaît un certain purgatoire. Oui, on en parle. Alors qu'il a publié, alors qu'il a vendu le plus de livres dans le monde, mais ce n'est pas un problème, on ne sait plus vraiment qui est Saint-Ex. Oui, Saint-Ex, oui, le Petit Prince, et ça s'arrête là. Et ce qu'Alain Vircondelet a fait, après avoir publié plusieurs livres sur Antoine de Saint-Exupéry, il l'écrit d'ailleurs, il était de son enfance comme de la France, j'étais de Saint-Exupéry, de son monde, de sa langue, je n'ai rien de ses défauts, de ses erreurs, de ses égocentrismes, j'aime surtout sa force, son courage, sa lucidité et sa tendresse, dit Alain Vircondelet. Et c'est vrai que c'est un livre à la fois d'amour, d'amitié, de reconnaissance, et un livre qui vous apprend beaucoup de choses, qui vous enseigne beaucoup de choses sur ce qu'est ce très grand écrivain, qu'on a tendance aujourd'hui, peut-être, en tout cas totalement à tort, à moins fréquenter. Et il est temps, Céline, de le revoir. Et de le relire. Effectivement, et au-delà donc du cliché héros mort pour la France. Alors quel homme était Saint-Ex? Était-il vraiment un saint, un écrivain moraliste et ennuyeux comme beaucoup le disent? Pourquoi on ne l'enseigne plus aujourd'hui? Eh bien, dans un instant sur Sud Radio, c'est d'un visage méconnu de Saint-Ex dont nous allons parler avec Alain Vircondelet. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé. Gérard Philippe qui lit Le Petit Prince de Saint-Exupéry, André Berkoff. Et pour parler donc de cet écrivain culte, nous avons le plaisir de recevoir plutôt sur Sud Radio, l'un de ses plus talentueux biographes, Alain Vircondelet. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous publiez un ouvrage passionnant aux éditions Alizio, un abécédaire que vous avez écrit à la lueur des archives inédites donc de l'écrivain poète. Vous êtes le seul biographe à y avoir eu accès, donc de 1999 à ce jour. Comment y êtes-vous parvenu ? Le hasard, je dirais, mais y a-t-il véritablement un hasard ? Je dirais un hasard organisé, parce que le destin m'a mis sur le chemin des héritiers de Consuelo de Saint-Exupéry, et moins sur celui des héritiers d'Antoine de Saint-Exupéry. Nous savions tous dans le milieu exupérien que Saint-Exupéry avait laissé des archives à sa mort qu'il avait laissé à son épouse légitime, qui s'appelait Consuelo, et que ces archives, eh bien, dormaient dans l'héritage que Consuelo elle-même avait laissé en 1979 à son secrétaire privé. Et ce secrétaire privé n'avait pas souhaité montrer encore ses archives, et je suis allé le voir sur la recommandation d'un ami avocat qui m'a mis en lien avec lui, et il m'a dit, bien écoutez, ce sera vous, et
on va ouvrir ensemble les archives en 1999. C'est un hasard tout à fait magnifique. J'appelle ça la chance du biographe. Et oui, alors c'est extraordinaire parce que vous avez eu entre vos mains donc correspondance, dessins, photos. Alors quel homme a surgi de cette découverte? On peut dire qu'il était loin d'être un saint, Saint-Exupéry. J'avais déjà commencé à dépouiller un peu cette image et en avoir l'intuition. C'est-à-dire qu'en 93, donc quelques années avant, j'avais déjà écrit chez Julliard un essai sur Saint-Exupéry et une relecture finalement. J'avais abandonné Saint-Exupéry pour Marguerite Duras dans mes années d'adolescence et d'étudiant. Et puis je me suis dit un jour, il faut que je relise quand même les auteurs cultes de ma jeunesse. Et j'ai lu Saint-Exupéry et là j'ai été ébloui à la fois par sa force, sa dynamique, ce que André Berkoff a dit à l'instant, c'est-à-dire cette énergie vitale et cette force dont on a tellement besoin dans nos sociétés actuelles, qui sont des sociétés de désolation et des sociétés de solitude. Et voilà que cet écrivain redonnait de la force et l'envie d'être avec. C'est un homme du lien, par définition, et pas du faux lien, comme on dit aujourd'hui. Le vivre ensemble est une parade politique, tandis que Saint-Exupéry voulait vraiment vivre ensemble avec les nomades, avec les poètes, avec les hommes, avec les femmes. Et donc voilà, je suis entré dans cette œuvre dès 93, mais évidemment en 99-2000, l'année de son centenaire, j'ai eu cette chance de pouvoir accéder à ses archives, dont je suis encore un de ceux qui les dépouillent le mieux avec les héritiers actuels, et c'est vraiment extraordinaire, d'où l'abondance des travaux que j'ai pu faire, qui m'a permis, ce sont ces archives qui m'ont permis de les écrire, et particulièrement cet abécédaire qui est nourri d'anecdotes que j'ai trouvées ici et là. En quelques mots, oui. On va en parler avec Céline longuement. Vous diriez que toutes ces archives que vous avez donc dépouillées depuis 25 ans maintenant, ça fait 25 ans. Presque, oui. En quelques mots, vous diriez qu'est-ce que ça révèle de Saint-Exupéry? De l'homme surtout. Ça révèle l'homme. D'abord, ça révèle l'homme. C'est-à-dire que jusqu'alors, Antoine de Saint-Exupéry avait été pris en main par ses héritiers directs, c'est-à-dire la Fondation Antoine de Saint-Exupéry, et qui ont fait un travail important, collectif et important, mais qui se sont, je dirais, cantonnés à l'image du héros mort pour la France. Et donc, il était devenu ce personnage hiératique. Il était devenu ce personnage panthéonisable. Une icône, voilà, et à laquelle il ne fallait pas toucher. Et en réalité, les archives nous donnent une autre image d'Antoine. C'est-à-dire que Antoine. Alors laquelle? Alors celle d'un homme fragile, celle d'un homme qui est inquiet, intranquille, comme dirait Pessoa, un homme intranquille, un homme qui est en quête permanente d'idéal et qui, dans une société qui est celle que nous connaissons de l'époque des années 40, une société qui déjà préfigure la nôtre, c'est-à-dire une société toutes les valeurs sont parties. Là, et puis une société de la robotisation, une société des termitières, comme il disait. Et donc, cette société à venir qu'il voit s'esquisser devant lui, eh bien, il dit que c'est cette société-là qui lui donne cette fragilité, qui lui donne cette façon d'être incompris même de la société de son temps. Et oui, donc, en fait, tout remonte à l'enfance, parce que vous le dites dans votre livre, effectivement, que c'était un grand angoissé et qu'il avait vraiment un sentiment d'insécurité qui l'a toujours habité en quelque sorte. C'est un homme qui est délié. Il a été délié dès l'enfance. Il a perdu son père, il a perdu son frère, il a vécu avec des femmes et il a été très attaché à sa mère à un point qui était presque oedipien. N'oublions pas que presque avant de mourir, il envoie une lettre à sa mère en disant « Je n'ai qu'une envie, c'est de me retrouver dans le grand océan de votre lit ». Donc c'est une phrase assez incroyable pour un homme de 44 ans, quoi. Vous voyez, dans 43 le grand océan de votre lit. Et donc il y a cette enfance dont il ne s'est jamais séparé et qui l'a rendu dans le monde totalement délié, totalement défait. Et toute sa vie n'a été que la tentation et la tentative de la réconciliation et du reliement. Donc c'est l'aéropostale, relier les hommes par le courrier,
Hein. C'est une façon évidemment de relier l'humanité, l'avion qui devient évidemment cette sorte de médium angélique avec les grandes ailes de l'avion, c'est les ailes de Saint-Michel aussi. Et oui, hein. est-ce que voler, ça a été en quelque sorte, ça a fait partie de son protocole de survie? Ah bien oui, bien sûr, oui. Mais voler, c'était une manière de toucher les étoiles et en même temps de protéger la terre des hommes. Alain, hein. s'il vous plaît, dessine-moi un oiseau. Eh oui. Non, oui. Il aurait pu le dire, bien sûr. Il aurait pu le dire. Oui, bien sûr, c'est un Icare. Hein, c'est un Icare jusqu'au bout, puisque il a frôlé quand même l'éternité et il est tombé dans la mer, hein, comme Icare. Et oui. Alors vous le racontez effectivement à travers votre livre, vous l'avez dit, c'était un grand angoissé, il était dépressif, il était même bipolaire, vous l'expliquez, et il est parti à la guerre, on peut dire comme un sacrifice en quelque sorte. Il a déclaré « Je veux me jeter dans la mitraille pour me laver de leurs injures ». Racontez-nous qui exactement, qui l'insultait en fait à cette période. Antoine n'a jamais été un écrivain très compris finalement de l'intelligentsia et de ses amis qu'il a au terme de sa vie appelé les faux amis, c'est-à-dire tout ce qui faisait la modernité de Paris et entre autres évidemment les surréalistes. Quand il est parti à New York, c'était d'abord pour recevoir un prix. Il a reçu un prix énorme. Imaginez que quand même pour Terre des Hommes, la ville de New York organise un banquet de 2000 couverts en son honneur. Oui, c'était vraiment une star à l'époque. C'était en 42, hein, en 41 et 42. Et après, il y a eu pilote de guerre. Et donc, il a été considéré toujours par les Américains comme étant l'écrivain majeur de la France. Bon. Et donc, il avait, à ce titre-là, peut-être le plus de droits d'auteur de tous les écrivains réunis. Hein. Et il y avait beaucoup d'exilés à New York, on a appelé cela la petite communauté française, et évidemment qui était éperdu de jalousie par rapport à cet homme qui d'ailleurs flambait son argent. Hein. Parce que Antoine n'est pas du tout l'image du petit garçon sage et fidèle à la femme qu'il aime, etc. Non, c'était un homme qui était un fêtard. Quand vous dites flamber, Alain Vercondelet, il flambait comment, quoi? Il dépensait... Il dilapidait son argent. C'est un bohème. C'est un bohème. C'est un nomade et un bohème. Donc, c'est tout sauf l'image, justement, de ce soldat fidèle à la guerre, droit dans ses bottes. Pas du tout. C'est un homme qui a été malheureux avec toute la société qu'il a côtoyée parce que, en réalité, il était tellement exubérant, tellement différent, tellement... c'est un jouisseur. C'est un jouisseur, c'est un sauvage. Il dérangeait. C'est un sauvage. Hein. Il dérangeait, Alors, évidemment, les surréalistes, et puis il avait un talent fou. Alors vous parlez justement des surréalistes, parce que la cabale qui a été menée contre lui par Breton, elle a été cruelle, elle a été féroce. C'est-à-dire que c'est une querelle politique. Hein. C'est une querelle politique dans la mesure où Saint-Exupéry a eu une analyse de la guerre qui n'était pas du tout celle de la doxa, c'est-à-dire de se ranger tous contre Vichy et de se ranger au libérateur qui était le général de Gaulle. Ce qui a d'ailleurs été le propre de beaucoup d'intellectuels français qui ont rejoint de Gaulle, même si c'était comme disait Saint-Exupéry, des résistants d'opérette. C'était des résistants qui passaient la résistance, disait-il. Il n'a jamais été pour la collaboration. Jamais. Mais il disait tous ces écrivains, finalement, tous ces intellectuels, sont dans les maquis, mais les maquis de l'opéra de New York et les maquis des salons de Peggy Guggenheim. Donc, et même Sartre qui faisait jouer les mouches sous l'occupation. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant la guerre? Pourquoi il a été soupçonné de pétainisme? Oui, en fait, il a toujours refusé l'élan gaulliste. Hein. Il a toujours pensé que de Gaulle était un usurpateur, que c'était un général putschiste et que il y avait une rivalité très forte entre les deux hommes. Et que d'ailleurs de Gaulle lui a bien rendu. Et donc, il n'était pas pour cette forme de résistance-là, qui, disait-il, divisait et clivait le peuple français, et il n'était pas pour autant pétainiste. Il a toujours pensé que tous ceux qui entouraient Pétain étaient de véritables voyous. Il l'a dit. Il est allé même le dire à haute voix dans un restaurant de Vichy, où il a dit combien les amis de Pétain étaient des gens détestables et pas fréquentables. Sauf que les pétainistes... comme en fait la doxa pétainiste, c'était
comme on le sait, la trilogie qui se substituait à la trilogie républicaine, travail, famille, patrie. Mais Saint-Exupéry est pour le travail, on le sait. Il a été un grand laborieux, il a beaucoup bossé. Il était pour la famille. Ô combien Oui. Et il était travail, famille, patrie, et bien sûr, la patrie a été pour lui son leitmotiv. Donc, il avait avec lui tous les critères qui étaient, je dirais, portés à l'état de culte par Vichy, et Vichy s'en est emparé. Ils avaient besoin d'avoir des écrivains avec eux, Vichy avait besoin d'avoir des intellectuels dans leur sillage, et donc ils ont... Mais il a été piégé, on peut le dire. Il a été piégé par Vichy, qui lui a... Vichy a publié une liste en le nommant précisément comme rejoignant Vichy. C'est incroyable. Est-ce que Patrice, parce qu'il y a eu fameux les voyages à Berlin d'écrivains, il faisait partie de ces voyages? Pas du tout. Non. Il n'est jamais allé à Berlin. Jamais. Il a quand même vécu de la fin 40 de l'Exode à la mort. Il a toujours vécu aux États-Unis. Hein. Il était donc, il était pas du tout concerné par ça. Et évidemment, les intellectuels français qui vivaient aux États-Unis, les surréalistes notamment, ont toujours imaginé qu'il n'y avait jamais de fumée sans feu. Voilà. Et donc, si Vichy en parle, c'est bien parce que Saint-Exupéry a quelque chose à voir avec... Il faut dire qu'il a démenti quand même cette nomination, mais personne ne l'a cru. Aussitôt, il a dans le Washington Post, dans l'Herald Tribune, il a dit que c'était pas vrai du tout, qu'il n'avait jamais été. Lui, ce qu'il voulait, c'était réconcilier les Français entre eux. C'est-à-dire qu'il a toujours pensé que les collaborateurs et les résistants devaient se retrouver parce qu'il y avait un intérêt supérieur, et que cet intérêt supérieur, c'était la France. Que c'était la France, mais éternelle. Il avait donc cette vision idéalisée de la France. Et ça, évidemment, les gaullistes ne lui ont pas pardonné. Et De Gaulle n'avait qu'un intérêt, c'était de cliver de plus en plus, pour justement rafler, pour parler vulgairement, pour rafler la mise qu'il avait entamée. Et De Gaulle l'a souvent, on peut le dire, humilié, ignoré. Ah oui, De Gaulle l'a ignoré. Il y avait une rivalité. Moi, j'avais fait un débat avec un gaulliste, un écrivain gaulliste qui avait écrit une biographie de De Gaulle il y a quelques années, et où nous avons montré justement les points de divergence qu'il y avait eu entre les deux. En fait, De Gaulle n'est pas un aristocrate, quoique sa particule puisse le faire croire. C'était pas du tout une particule nobiliaire. Donc, Saint-Exupéry, lui, oui, c'est un aristocrate qui est issu d'une famille du XIIIe siècle, c'est un chevalier. Il s'est toujours considéré comme un chevalier. Il a toujours dit, je veux aller à la guerre comme mes ancêtres allaient devant Jérusalem, et je veux crier Montjoie pour libérer ma France. Montjoie Saint-Denis. Voilà, il voulait crier Montjoie Saint-Denis. Mais De Gaulle, on peut dire aussi qu'il a jalousé son succès d'écrivain. Ah oui, il y a lui aussi... qui rêvait d'être Chateaubriand. Et oui, Chateaubriand, évidemment, c'était le modèle de De Gaulle. Et d'ailleurs, il a écrit les mémoires de guerre, dont on dit aujourd'hui que ça ressemble beaucoup aux mémoires de Chateaubriand. Mais il voulait être un écrivain aussi, De Gaulle. Et Saint-Exupéry avait une telle aura, si j'ose dire, à l'époque, qu'il ne pouvait pas rivaliser avec cet homme-là qui avait une conscience morale. Et c'était peut-être la conscience morale de la France. Et De Gaulle, ça le gênait. C'était une ombre dans son... Attendez, Alain Virgondelet, quand même, De Gaulle, symboliquement, il est allé quand même dire le régime de Pétain était pas un régime, c'était pas le régime de la France, c'était pas ça la France, et il a, on peut dire ce qu'on veut, mais il a représenté quand même le fait que il est sorti de sa zone de confort, alors qu'il était le nègre de Pétain, comme vous le savez. Il est allé à Londres, il a quand même représenté l'alternative au régime de Vichy. Oui, mais Saint-Exupéry a toujours pensé que De Gaulle, en fin de compte, cette zone de confort, il l'avait conservée en s'exilant lui-même. Et donc, il fallait être sur le terrain, et il disait, ce que je veux, c'est en être. Ce que je veux, c'est être... Il était à New York, il était en Amérique. Mais il ne cessait de vouloir y aller à la guerre. Il ne cessait de demander, et on le lui refusait constamment. Et De Gaulle a fait tout pour qu'il n'y aille pas. De Gaulle a toujours refusé à ce qu'il donnait. Il n'avait pas tellement... Il n'a jamais donné suite à ses demandes d'engagement, en 43. Et en fait, il n'avait pas tellement de pouvoir pour lui donner ses autorisations. C'est l'état-major américain qui le lui a donné. Oui, parce qu'il pouvait y aller s'il voulait. Mais non, il ne pouvait pas, parce que les Américains écoutaient De Gaulle. Et donc, De Gaulle a toujours... Regardez, par exemple, il a fait son discours aux intellectuels français.
Hein. Il a fait un grand discours pour parler des écrivains français. Il a cité tout le monde, sauf Syntax et André Mauroy. Hein. Le 30 avril 43, effectivement. Il se trouve que Mauroy était un écrivain ami justement de Saint-Exupéry, qui était déjà à New York lui-même. Mais Saint-Exupéry, le fait d'avoir été comme ça méprisé, ça l'a quand même abattu. Est-ce qu'on peut dire que sa mort le 31 juillet 44, n'est-ce pas un suicide indirect? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelque part, oui, mais avant même d'y venir, je voudrais dire que en réalité, les amis de Saint-Exupéry étaient rares à New York, et que Breton, Maritain, il en a été très ulcéré de ces papiers insidieux qu'on lui a dit. Maritain, dont il avait beaucoup, pour lequel il avait beaucoup d'estime, Maritain a été un des plus cruels, par exemple. Hein, et on a des courriers, des correspondances dans lesquelles il dit: mais comment pouvez-vous dire une chose pareille de moi qui vous révère, disait-il à Maritain. Et Maritain continuait en disant: soupçon de Vichy. On en reste là. Et donc Saint-Exupéry s'est retrouvé seul. En fait, il s'est retrouvé seul à New York, délaissé de tous. D'abord, ses œuvres en France étaient censurées, et puis ses œuvres à New York, eh bien, elles ont été méprisées. Juste un mot, le régime de Vichy avait censuré Saint-Exupéry. Ah oui, bien sûr. Complètement. En fait, il était rejeté des deux côtés. Mais oui, c'est ça. Oui. Donc il s'est une espèce de marginal qui se retrouvait marginalisé. Et il s'est senti très ulcéré, parce que justement il était pour cette réconciliation, et un peu comme Albert Camus avec la guerre d'Algérie, c'est un peu la même chose. Hein. Et donc il y a cette douleur qui n'a pas cessé d'enfler tout au long de cet exil new-yorkais, et jusqu'à une sorte d'étouffement. Et il a vraiment demandé de partir pour aller se laver, comme il dit, se laver de leurs injures. C'est les injures de Gaulle, les injures de Breton, les injures de tous les amis, de Max Ernst, de toute cette société qui, en fin de compte, vivait des résistants de pacotille. Il les appelle les coraniques. Il les appelle les coraniques. Ouais. C'est-à-dire, vraiment, il parlait des lois coraniques que Breton proférait. Les adeptes de la charia de l'époque. C'est ça, oui. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, on peut imaginer à un moment donné que quand il est parti à la guerre, et qu'il a eu en fait ces missions qui étaient des missions suicidaires, puisque de toute façon, il ne pouvait pas, c'était des missions non armées, donc il n'avait même pas de possibilité de se défendre. Juste un mot, nous dépassons notre module, mais c'est important. À votre avis, Alain Viercondelet, vous connaissez très bien l'existence, est-ce que si De Gaulle l'avait laissé venir à Londres, puisque c'était ça, est-ce qu'il aurait fait, par exemple, comme Romain Gary, faire des missions en avion sur la France occupée, et où, vous savez très bien, un aviateur sur 10 revenait vivant? Non. Parce que d'abord, Antoine de Saint-Exupéry a toujours considéré que la position de Gaulle à Londres était une position qui n'était pas viable, et qui était un pouvoir absolu de petit despote. Hein. Il pensait toujours au côté despotique d'Antoine, de Gaulle. Oui, il l'appelait l'apprenti dictateur. Oui, il l'appelait l'apprenti dictateur. Ouais. Donc, il n'aurait jamais voulu même accepter une quelconque chose de Gaulle. Et en fait, il y avait une rivalité, mais qui était violente, hein, et qui ne pouvait pas passer par là. Donc, pour lui, c'était être sur le terrain. Et d'ailleurs, il disait à Breton, mais vous êtes là dans vos loges de théâtre, mais moi je pars à la guerre et je vais vraiment dans les maquis, je vais me faire descendre pour la France. Donc il n'a pas pu le faire. Et alors il a fait ses missions qu'il a acceptées, qui étaient missions photographiques pour aller photographier les bases allemandes du côté du sud de la France, et en fait surtout le canal rhodanien d'ailleurs, et donc il est parti, mais dans un tel état de désespoir, parce que c'est ça que d'ailleurs les héritiers d'Antoine actuellement, même encore aujourd'hui, ne veulent pas raconter, parce que évidemment ça enlève l'image du héros mort pour la France, du héros qui était imparable. Il était dans un état de désespoir. De désespoir absolu, pleurant, puis malade. Il parlait des démolitions de son corps. Il fallait qu'on le mène dans le cockpit pour entrer. Il pouvait plus bouger, il pouvait même pas bouger, il pouvait pas tourner. Il était comme dans un œuf. Hein. Et donc il est parti, et en réalité, on n'a jamais su
ce qui s'est vraiment passé, mais je pense qu'il y a eu quand même une sorte de défi que Antoine a exercé. Il est descendu beaucoup plus bas, alors qu'on lui disait d'être en altitude. Il prenait des risques en permanence. Il prenait des risques de se faire repérer, des bases ennemies. Et puis, il allait vous dire bonjour à sa mère. Il passait au-dessus de la propriété familiale, du côté de Cassis, tout ça. Et donc, il a vécu une vie de risque, comme toujours, d'ailleurs. C'est ça, en ce sens-là, c'est encore un flambeur. Et presque suicidaire. Ah, mais complètement, oui. Parce que il avait des difficultés respiratoires aussi. Et puis, il fumait de l'opium aussi, il faut pas oublier. Alors, en avait-il pris juste avant? On ne sait pas. Il y a eu un défaut d'oxygène. Donc, en descendant plus bas, il y avait certainement un défaut d'oxygène. Et donc, il a toujours défié. Il regardait jamais derrière lui. Les rétroviseurs n'existaient pas. Il disait, je suis celui qui va. Je suis une force qui va. Je suis le chevalier. Et oui, Alain Virkondolé, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Je suis désolée, on est obligé de faire une petite pause publicitaire. L'histoire des femmes d'Antoine de Saint-Exupéry, c'est un véritable poème. Nous allons en parler dans un instant sur Sud Radio, alors reste avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Oh, toi de Saint-Exupéry, dans tes royaumes inconnus, où que tu sois, je te le dis, le petit prince, je l'ai vu. Et il cherche partout ta voix et ton visage. Il demande partout, l'avez-vous Gilbert Bécaud rencontré? sur Sud Radio. Alain Virkondolé, Saint-Exupéry est un personnage central dans votre existence. Vous l'avez approché quasi mystiquement grâce à l'exploration de ses archives personnelles, et ce depuis 25 ans. Alors, que vous ont-elles permis de découvrir sur sa relation aux femmes et notamment à sa mère? Nous en avons parlé un petit peu il y a quelques instants sur Sud Radio, notamment de l'Oedipe mal vécu en quelque sorte. Oui. Vous savez, aujourd'hui, quand dans les mariages, on dit toujours quelques poèmes ou des petits mots d'écrivains, même dans les cérémonies religieuses, et souvent revient la phrase de Saint-Exupéry: aimer, c'est vivre ensemble et regarder dans la même direction. On n'est même pas sûr qu'il ait vraiment pensé ou dit ou écrit même cela. On ne sait pas si c'est apocryphe ou pas. Très bien. Si c'est apocryphe ou pas, mais dans Citadelle, il y a des choses qui ressemblent à cette phrase, mais en réalité, c'était l'idéalité de Saint-Exupéry. Il n'a jamais vécu cela. Il a vécu, au contraire, toujours une expérience erratique de l'amour, parce que l'amour était pour lui tellement un grand idéal que, en réalité, que sa mère a véritablement, je dirais, occulté. Sa mère a été la représentation de la Vierge, de Marie, la Vierge. Et il a toujours vécu dans cette aura-là, cette femme qui était qui donnait son amour, sa tendresse, et surtout qui était la servante de l'homme. Donc il y a une vision assez misogyne, et aussi une vision qui est un peu démodé aujourd'hui par rapport au mouvement MeToo, qui ne précierait pas du tout les prises de position d'Antoine. Antoine a toujours dit qu'il c'était un homme qui aimait, qui s'est marié avec Consuelo, qui a été un mari qui n'a jamais voulu se séparer d'elle, malgré les querelles, Consuelo a demandé le divorce. Il a refusé le divorce au nom des valeurs qui étaient les siennes, c'est-à-dire les valeurs chrétiennes, qui étaient pour lui très importantes, mais qui n'étaient pas des valeurs catholiques. Il n'était pas du tout dans le dogme, mais il a quand même vécu toute sa jeunesse dans le dogme. Et oui, vous dites que l'image de Bethléem, ça l'a poursuivi toute sa vie, c'est ça? Le prêtre, le père abbé du château où il habitait, avait porte ouverte au château et table ouverte, et en même temps disait la messe tous les matins dans la chapelle de l'église du château de Saint-Maurice de Rémens où il habitait. Et donc, il est probable que ce père abbé ait donné ce qui était la représentation du couple à l'époque dans la vision chrétienne, c'est-à-dire la Sainte Famille.
Hein. Un homme et une femme, c'est une famille, d'abord. Oui. Donc c'est Marie, c'est Joseph qui... on connaît tous l'image de piété, hein, de Joseph qui rabote, de Marie qui file la laine, et du petit Jésus au pied qui ramasse les copeaux et qui joue avec. Donc c'est l'image de la Sainte Famille. Il a gardé ça dans sa tête. Oui, il l'a conservé comme une mélancolie, on peut dire pathologique. Absolument. Comme une icône. Hein, comme une icône. Comme une icône. Donc cette idée-là, il l'a toujours portée et il a toujours demandé aux femmes, qui évidemment n'ont pas jamais pu lui apporter cela, il a toujours demandé aux femmes d'être la servante du Seigneur. Comme le cantique, hein, je suis la servante du Seigneur, dit Marie. Donc, il voulait une femme qui soit cela. Évidemment, ça ne pouvait pas être Consuelo, qui était une femme libérée, qui était une femme qui était artiste, qui était amie des surréalistes, qui avait été mariée 2 fois déjà, veuve 2 fois, qui s'était un peu éloignée de la religion catholique tout en étant originaire de l'Amérique du Sud, donc extrêmement dans une piété populaire très exubérante. C'était pas du tout la position de Consuelo. Et Antoine lui a toujours réclamé ça. Il a toujours réclamé la fidélité aux femmes et pas la fidélité pour lui-même. Eh oui, c'est ça le problème. Donc c'est pas un Don Juan, parce que j'ai répertorié dans mon livre toutes les maîtresses qu'il a eues. Il en a eu beaucoup, hein, mais ce n'était pas comme un Don Juan. Le Don Juan, il a la liste et il veut une femme de plus, il a le calepin, il écrit 7-6, et il marque. Il faisait pas ses crosses à son fusil. Voilà. Quoi. Ouais. Il ne faisait pas de crosses. Mais c'est vrai, je voulais revenir tout à Ouais. l'heure, vous disiez, il était misogyne, effectivement. Quand il parle à sa mère, il parle de ses fameuses poulettes, ses aventures d'un jour ou à peine plus. Il lui dit ceci: je fais une cour monotone à des Colettes. Paulette, Suzy, Daisy, Gabi, qui sont faites en série et ennuient au bout de 2 heures. Ce sont des salles d'attente. Le propos est dur, quand même. Il se ferait tuer. Ah ben oui. Donc voilà, moi j'ai toujours beaucoup apprécié, je veux dire, sur le plan analytique, cette phrase, hein, les Gabi, les Suzy, les Daisy, c'est-à-dire toutes ces minettes là qu'il rencontrait, en fait, et il dit des salles d'attente. Et je me suis toujours dit, mais attendre quoi finalement? Qu'est-ce qu'il attend, hein? Qu'est-ce qu'il attend d'elle? Eh bien, il attend justement une fidélité, que la femme soit la mère, qu'elle soit l'infirmière, qu'elle soit celle qui pense les blessures, mais surtout celle qui le laisse agir en toutes circonstances, et surtout qui ne soit pas du tout bridé. Qu'il soit l'homme, voilà. le maître, Voilà. Enfin, il y a un côté mal dominant là-dedans. Ah, mais totalement, totalement. Et en même temps, quelque chose de très enfantin aussi. Hein, par exemple, quand Consuelo, qui en a assez, qui est invité, et Breton fait exprès de l'inviter dans les soirées, etc. Et elle délaisse Antoine à New York. Et il attend son retour et il pleure. Il pleure véritablement. Il écrit. Moi, j'ai trouvé dans les archives des lettres qui n'ont pas été publiées, mais qui sont des lettres de 30 pages. Et il écrit toute la nuit. Il écrit toute la nuit à Consuelo. Et il l'attend derrière la porte. Hein, et il dit, mais où es-tu, mais que fais-tu, et tu m'abandonnes, et je suis seul, etc. Et il pleure véritablement. Hein. Donc très enfantin. Oui. Alors certains ont dit que Consuelo n'était pas la Rose du Petit Prince, d'autres ont affirmé que la Rose était un mélange donc de toutes les femmes qu'il avait aimées. Quelle est la vérité? Oui, en vérité, justement, ceux qui ont été en charge de l'image officielle d'Antoine avaient tout intérêt à montrer que la Rose était une sorte de rose syncrétique de toutes les maîtresses qu'il a connues, et peut-être même, pourquoi pas, moi je l'ai lu par exemple officiellement dans des calendriers de jours de l'an, on voit les petits princes et il y a écrit la mère c'est la Rose. Donc on a limité l'image de la Rose à celle de la mère. Or, moi, dans les archives auxquelles j'ai pu avoir accès, il était évident que la Rose c'est Consuelo et qu'il a écrit ce conte pour elle. Et d'ailleurs, il le dit. Et qu'est-ce qu'il a puisé justement dans l'histoire de Consuelo que l'on retrouve dans son conte? Beaucoup de choses. Elle est coquette, comme elle-même. Elle était très coquette. Elle est dépensière, comme Consuelo l'a été. Elle était pulmonaire, elle est morte de ça d'ailleurs, et d'asthme. Et donc la Rose tousse dans le Petit Prince. Il y a des volcans. Or le Salvador, d'où est originaire Consuelo, les volcans au Salvador sont extrêmement nombreux. Les volcans et les baobabs. Et les baobabs. Donc il y a tout cet univers qui est l'univers de Consuelo, et le côté délicieux, fantasque, exubérant,
bavard. Elle est bavarde énormément. C'est pour ça qu'il la met sous cloche dans Le Petit Prince. Elle est bavarde comme Consuelo l'était. Et aussi, alors on a des choses encore plus précises, c'est que Antoine, dans les lettres auxquelles j'ai pu avoir accès, il dit dedans, le Petit Prince est né de votre grand feu, dit-il. Hein? Ouais. Il le dit quand même. Ça, ouais. Et à un moment donné, Consuelo devait être la dédicataire du récit. Et il l'a dédié à Léon Werth, qui est un écrivain ami juif. Et Consuelo elle-même s'est désistée. Elle a dit à Antoine: tu dédieras Le Petit Prince, non pas à moi, mais tu le dédieras à Léon Werth, parce que ton récit prendra ainsi une dimension plus universelle dans ces temps troublés où les Juifs étaient persécutés. Ah oui. Et la rose récit, et les épines. Hein. Oui. Et ce récit, vous le racontez dans votre livre, est né d'un refus initial de sa part. Il ne voulait absolument pas écrire à l'origine, au départ, un conte pour enfants. Non. Qu'est-ce qui fait que ses éditeurs lui avaient proposé cela à l'époque? C'était à la mode, c'était le désespoir d'abord de voir Antoine et aussi dépressif, le côté dépressif d'Antoine qu'il voyait, éditeur américain Harold Hitchcock qui s'appelait ainsi et qui voyait vraiment leur auteur best-seller en plus avec Pilote de guerre. Il disait: mon Dieu, c'est un peu embêtant parce qu'il va plus m'en faire de best-seller. De le voir aussi désespéré. Et un jour, il était à table dans la brasserie à la mode qui était la cantine des exilés de New York chez Arnold et là Saint-Exupéry s'ennuie toujours autant. Les nappes sont en papier, il a un stylo, il écoute ses éditeurs lui dire: alors qu'est-ce que vous allez écrire maintenant? Et Antoine écrit et il dessine un petit prince, il dessine un petit bonhomme et tout d'un coup l'éditeur lui dit, Reynald lui dit: mais pourquoi ne feriez-vous pas un conte pour enfants puisque vous dessinez si bien les enfants? Et il dit: mais pourquoi pas? Pourquoi pas, mais peut-être pas les dessins. J'écrirai peut-être un texte, mais pas les dessins. Je préfère que ce soit mon ami Bernard Lamotte, qui a illustré déjà Pilote de guerre, le fasse, lui qui était un vrai dessinateur. Et tous ses amis se sont ligués, y compris Consuelo, pour acheter les boîtes d'aquarelle, etc. Tous ces objets, d'ailleurs, boîtes d'aquarelle et tout, se retrouvent aujourd'hui dans les archives de Consuelo, qui n'ont pas été montrés. Ah oui. C'est ainsi qu'est né Le Petit Prince. Et oui, aujourd'hui, Le Petit Prince, c'est avec la Bible le livre le plus publié, le plus traduit et le plus vendu dans le monde. Mais est-ce qu'il est lu? Alors c'est un peu le problème. C'est-à-dire que je doute que les enfants ne le lisent jusqu'au bout parce que c'est quand même un texte assez compliqué. Ouais. C'est un texte très complexe qui peut être lu au premier degré mais qui a véritablement des ressorts philosophiques extrêmement intéressants. Donc, il est devenu un objet de collection. C'est surtout ça. C'est une fable, c'est une extraordinaire fable. Et honnêtement, aujourd'hui, demain et après-demain, je crois qu'on le lira comme hier, comme une espèce de fable métaphorique et qui reste assez extraordinaire. Et chaque épisode peut être lu séparément, comme d'ailleurs les paraboles de la Bible. Tout à fait. Eh oui, exactement. Antoine de Saint-Exupéry, le héros aux multiples facettes. Eh bien, on va continuer d'en parler dans un instant sur Sud Radio avec Alain Vircondelet. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Je transporte des lettres, des rêves dans les étoiles. Je suis facteur du ciel pour l'aéropostale. Je regarde le monde depuis mon appareil. C'est beau comme vu d'ici, on a tous l'air pareil. Et oui, Calogero qui rend hommage à Antoine de Saint-Exupéry, Alain Vircondelet. Alors aujourd'hui... Voler de nuit. Oui, voler de nuit, effectivement. Aujourd'hui, Alain Vircondelet, qu'est-ce qu'apporte la lecture de son œuvre? Beaucoup disent qu'elle est ennuyeuse, moraliste. Vous, qu'en dites-vous? Écoutez, je crois que Calogero a dit un mot juste, facteur du ciel. Tu es le facteur du ciel. C'est-à-dire vraiment celui qui envoie le courrier, qui relie donc d'un continent à un autre les hommes. Et je dirais facteur du ciel et aussi c'est l'homme qui de son avion a les mêmes ailes que celles d'un ange et ces ailes de l'avion sont là pour protéger ce qu'il appelait la terre des hommes. Et donc Antoine de Saint-Exupéry, si aujourd'hui il a encore cette aura qui est presque, je dirais, divine, au-dessus de nous, au-dessus de nos têtes, c'est parce que je crois que ce qu'il donne à voir, ce qu'il donne à lire, c'est des leçons de courage, c'est des leçons d'audace, c'est des leçons aussi de sagesse, et aussi que
tout ne se passe pas dans le dit des choses, mais tout est aussi dans l'invisible du monde. Et donc c'est une vision spirituelle du monde. Et dans un monde qui est dans une matérialité terrible, de robots et de termites. Donc il y a chez lui cet appel du ciel, finalement, qui n'a rien à voir avec la religion, mais qui est un appel à se dépasser, finalement. Et donc cette force-là, ce courage, cette énergie intérieure, on parle beaucoup d'énergie aujourd'hui, eh bien, cette énergie, on la sent, cette vibration, on la sent dans l'écriture. Car c'est une œuvre qui vibre. C'est une œuvre qui, quand on la lit, n'est pas du tout dans l'ennui. C'est une œuvre qui, au contraire, est dans une sorte d'exaltation de la vie, du vivant, comme disait Marcel Proust. Et donc, il y a le vivant chez lui. C'est ce que, certainement, on aimera aujourd'hui encore chez lui. Mais comment vous expliquez qu'elle ne soit plus enseignée, cette œuvre? C'est encore Oui, dans les écoles, on l'enseigne plus Saint-Exupéry. Non, on ne l'enseigne plus depuis longtemps. Hein. Il était dans la génération des seniors aujourd'hui. Il était dans les ouvrages scolaires, dans les Lagarde et Michard, par exemple. Oui, parce que moi, de mon temps, comme on dit, on étudiait Saint-Exupéry. Déjà dans les années 50, déjà dans les années 60, il ne bénéficiait que de 2 pages. Hein. C'est son étiquette pétainiste, en fait, qui lui a fait ce tort. C'est cette rumeur qu'il y a autour de lui, cette ombre-là qui plane. Il ne faut pas oublier que De Gaulle a donné la culture aux communistes en remerciement des services rendus pendant la résistance. Et donc les communistes se sont emparés à la fois de l'éducation nationale et de la culture et ont fait le tri dans leurs auteurs. Et donc l'éducation nationale a négligé. Alors on a donné pendant les années 50 vol de nuit et pilote de guerre aux garçons pour forger leur virilité et aux écoles aux enfants Le Petit Prince. Mais après, au fur et à mesure, tout ça s'est amenuisé, tout ça s'est délité et aujourd'hui aucun manuel scolaire on évoque encore dans un manuel que j'ai vu récemment, on l'évoque comme reporter de guerre. Hein, on l'évoque comme étant quelqu'un qui a témoigné sur la guerre d'Espagne, etc. Mais pas comme écrivain. Et or, c'est un écrivain à la langue sublime. C'est clair. Et lui disait justement, il le disait à Consuelo, je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas un romancier. Oui. En fait, c'était tout ce qu'il a écrit, c'était quoi? De la pure autofiction? Oui, c'était des relations il racontait, il relatait son histoire. Donc c'est une forme d'autofiction, effectivement. Oui, il disait à Consuelo, toi tu es un écrivain parce que tu inventes des histoires. Moi, je n'en invente pas. Alors, ce n'est pas ça le critère de l'écriture, chacun sait. Depuis Michel Léry, c'est depuis très 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 longtemps. Et oui, au-delà du Petit Prince, Alain Vircondelet, qu'est-ce que vous conseillez aux auditeurs de Sud Radio? Que faut-il lire de Saint-Ex? Écoutez, manifestement, enfin en tout cas pour moi, c'est Terre des Hommes. Terre des Hommes, c'est vraiment un texte qui donne la force. C'est un texte qui, dans nos temps troublés, dans nos temps d'anti-héros, eh bien, on a besoin d'une image forte, d'une image de quelqu'un qui nous donne de l'énergie. Terre des Hommes est là pour ça. Et oui, un livre qui est fait pour se reconstruire et se reconstruire, dites-vous. Alain Vircondelet, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre, Alain Vircondelet raconte Saint-Exupéry, est paru aux éditions Alizio dans la collection Les Amours de sa vie. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaie.